La France et le Mali en désaccord sur le dialogue avec les djihadistes. En visite à Bamako, le ministre Jean-Yves Le Drian juge l'option d'impossible. Présidentielle au Burkina Faso, les candidats ont signé à Ouagadougou un pacte de bonne conduite. Ils s'engagent ainsi à œuvrer pour une campagne électorale et des élections apaisées. Et puis à Luanda, en Angola, le procès des manifestants anti-gouvernementaux arrêtés ce week-end s'est ouvert. Des mouvements de soutien ont été enregistrés devant le tribunal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité. La France et les nouvelles autorités maliennes ont affiché à Bamako leur désaccord sur un éventuel dialogue avec les djihadistes. Pendant que Paris juge cette option d'impossible, le chef du gouvernement malien de transition évoque une opportunité. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé lundi à Bamako qu'un dialogue n'était pas possible avec les groupes djihadistes, une position qu'a immédiatement nuancé le chef du gouvernement malien de transition. Le premier ministre malien de transition, Mokhtar Ouane, a immédiatement souligné que le dialogue national inclusif, vaste concertation nationale tenue fin 2019, avait très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Le Drian a estimé que la position française était celle des pays du G5 Sahel, dont fait partie le Mali, de la communauté internationale et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Chose très clairement, il y a des accords de paix qui viennent d'être évoqués par le Premier ministre. Il faut mettre en œuvre les accords de paix. Il y a, et c'est les accords de paix qui font la paix. Ces accords de paix, ils ont été validés par un certain nombre de signataires, dont des groupes armés signataires. Et dans les accords de paix, il y a un élément tout à fait essentiel qui est l'armée reconstituée. Le Premier ministre vient d'y faire référence et c'est l'urgence du moment. Et puis, il y a des groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. Les choses sont simples. Et je pense qu'il faut voir en cela une opportunité d'engager de vastes discussions avec les communautés afin de redéfinir les contours d'une nouvelle gouvernance des espaces concernés. Lors du sommet de Pau début 2020, la France avait déclaré intensifier sa présence au Sahel et désigner l'État islamique, surtout présente dans la zone dite des trois frontières Mali, Burkina, Niger, comme l'ennemi numéro 1 dans la région. Peu après, le Mali a annoncé être prêt à ouvrir des canaux de discussion avec des groupes affiliés à Al-Qaïda, rivaux de l'État islamique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part récemment estimé un dialogue possible, faisant la distinction entre les différentes factions. Je le disais en titre, au Burkina Faso, les candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain ont signé ce lundi à Ouagadougou un pacte de bonne conduite. Ce faisant, ils s'engagent à œuvrer pour une campagne électorale et des élections apaisées. Les différents acteurs impliqués dans les prochaines élections au Burkina Faso ont signé un pacte de bonne conduite. L'objectif final de ce pacte est d'éviter que le discours politique électoral ne vienne mettre en péril la cohésion sociale. La signature a eu lieu ce lundi en présence du chef du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation des élections du 22 novembre prochain. Ainsi, en signant ce pacte de bonne conduite, les différents candidats aux élections présidentielles et législatives, les responsables des médias et de la société civile s'engagent pour une campagne et des élections apaisées. Selon les dispositions du pacte, les différents candidats s'engagent à cultiver le respect mutuel et la courtoisie entre acteurs du processus électoral, à rejeter toute forme de violence, à accepter la différence, à privilégier le dialogue et la concertation en cas de différend, à respecter la loi et à l'utiliser, le cas échéant, des voies légales de recours en cas de contestation. C'est une bonne chose, mais le drame, c'est qu'il y a des paramètres qui ne sont pas pris en compte, à regretter, Diabré, appelant à une réflexion plus approfondie, notamment contre la corruption électorale.
À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le président du Conseil supérieur de la communication assure que son institution veillera au respect de ce pacte de bonne conduite. 13 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel qui sera organisé en même temps que les législatives et dont la campagne électorale s'ouvre le 31 octobre pour s'achever le 20 novembre. En Côte d'Ivoire, à présent, près de 7,5 millions de citoyennes et citoyens sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne. Ils avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur. Mais moins de la minorité des électeurs, moins de la moitié plutôt des électeurs inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Seulement 40% des électeurs ivoiriens ont retiré leur carte. La commission électorale indépendante a annoncé ce lundi qu'ils ne sont que 3 millions d'inscrits à avoir effectivement récupéré le précieux sésame au terme de la période de distribution des cartes. La CEI avait effectivement constaté un ralentissement de remise des fameuses cartes. Un ralentissement qu'elle impute aux actes de désobéissance civile des militants de l'opposition qui contestent toujours la légitimité de ce scrutin. Pour Isiaka Sangaré, le secrétaire général du FPI, du candidat Pascal Affi-N'Guessan, ce faible taux de retrait montre que le mot d'ordre de l'opposition est respecté. Il estime même que la commission électorale a gonflé son chiffre. La coalition d'opposition s'est réunie ce lundi et le porte-parole a d'ailleurs appelé à étendre la désobéissance civile sur l'ensemble du territoire. La commission électorale indépendante a appelé que les cartes attendront les électeurs dans leur bureau de vote le jour J. Elle a également indiqué que le nombre de 22 000 bureaux de vote reste inchangé, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Alassane Ouattara. Notons que plus de 900 000 nouveaux électeurs sont inscrits sur les listes électorales. En Guinée, le gouvernement a fait état de plus de 240 interpellations lors des violences post-électorales qui ont suivi la réélection contestée du président sortant Alpha Condé. Ces violences ont fait au moins 27 morts selon l'opposition et une dizaine selon les autorités. Des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Pratiquement, pour la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, à 243 cas d'interpellation pour infractions diverses, telles qu'annoncées tout à l'heure, et en majorité des infractions d'ordre criminel. Ce ne sont pas de simples délits qui se commettent, mais ce sont des cas avérés de scènes criminelles savamment et préalablement programmées pour ternir l'image de marque des institutions de l'État. Ce ne sont pas des policiers, ni des gendarmes, ni des militaires qui vont brûler les maisons des gens, qui vont brûler des boutiques ou qui tirent, qui se mettent en embuscade comme des snipers pour tirer sur les populations. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont des civils, qui parfois mettent des uniformes militaires et qui tirent sur les populations, qui brûlent les boutiques. Dans tous les pays du monde, vous avez au moins un agent dans chaque unité, qui reste en retrait, qui a une arme à feu, pour intervenir dans l'hypothèse où dans la foule des manifestants, il y aurait un danger d'une autre personne qui a une arme à feu, ou si un élément se trouverait en danger de mort. Ça n'existe pas dans notre dispositif, c'est interdit, il n'y a aucun agent muni d'une arme à feu dans les unités de maintien d'ordre. Le procès de la centaine de manifestants arrêtés le 24 octobre dernier à la suite de violentes manifestations anti-gouvernementales dans la capitale angolaise Luanda a démarré. Des manifestants se sont rassemblés devant le tribunal en soutien aux personnes arrêtées. La police anti-émeute a tiré du gaz lacrymogène et frappé les manifestants pour mettre fin à des manifestations antigouvernementales ce week-end dans la capitale angolaise, Luanda, auxquelles ont participé environ 2000 personnes. Une centaine de personnes ont été arrêtées. Le secrétaire du ministère de l'Intérieur, Salvador Rodriguez, a déclaré à la télévision d'État que 103 personnes, dont des membres du principal parti d'opposition UNITA, avaient été arrêtées et que 6 policiers avaient été blessés. Le procès des manifestants a démarré alors que des
personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Luanda, dans la capitale angolaise, pour manifester leur soutien. Jusqu'à présent, les avocats de la défense ne sont pas au courant du délit. Les accusés ont été arrêtés et même dans le contexte provincial, ils ne donneront aucune information. Et nous sommes ici sans reconnaître le véritable délit que les manifestants ont commis. Il y a des signes, oui, d'agression. Nombre d'entre eux ont des t-shirts, des habits ou du sang et c'est un scénario qui démontre des tortures et c'est condamnable à tout titre. Bien sûr, nous avons pu parler à presque tous les détenus. Le premier contingent est dans la salle. Dans la 3e session, le 2e contingent attend qu'ils soient jugés dans la 3e session pour qu'ils soient tous jugés dans une seule session. Dans un communiqué diffusé dimanche, l'UNITA a accusé la police d'avoir recouru à une force excessive pour réprimer les manifestations et a exigé la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.